Alors bonjour à tous, on se retrouve en marge du colloque surveillance qui a lieu à l'Université catholique de Lille et je reçois aujourd'hui Caroline Lekenrock. Bonjour Caroline. Bonjour Michael. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui vous êtes? Donc Caroline Lekenrock, je suis maîtresse de conférences en droit public à l'Université de Nice. Je travaille particulièrement sur les questions qui ont trait au numérique, à l'IA, l'encadrement de l'intelligence artificielle. Et je suis l'auteur de plusieurs rapports et articles en ce qui concerne les technologies de surveillance. Je suis rentrée dans ces questions au travers de l'étude et de tout le questionnement qu'on avait autour de la reconnaissance faciale. Et puis, c'est une question qui m'a passionnée et autour de laquelle je continue de réfléchir aujourd'hui. D'accord. Et donc, en fait, aujourd'hui, la question que l'on pourrait se poser face à vos travaux et à la surveillance, laquelle pourrait-elle être? Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique de technosurveillance qui ne date pas, qui a été mise à jour au travers des débats autour de la loi d'expérimentation des Jeux Olympiques, mais qui s'inscrit dans une dynamique gouvernementale et de terrain de plusieurs années, puisque il y a tout un ensemble d'outils technologiques qui aujourd'hui équipent les forces de l'ordre sur le terrain. Et donc, actuellement, l'idée, c'est de se dire quels sont les risques que posent ces technologies en termes de liberté fondamentale, comment on doit les encadrer, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de régime juridique idoine qui répond parfaitement à ces risques, et quels sont les usages éthiques et responsables que l'on peut promouvoir. Donc, une dynamique qui a été mise à jour en quelque sorte par les JO, comme je le disais, mais qui s'inscrit dans le long cours et qui continuera au-delà d'elle. D'accord. Et donc cet après-midi, on devrait justement avoir des réflexions prospectives autour des pratiques de surveillance de demain. Et qu'est-ce que vous allez a priori nous proposer de façon certes assez brève, mais pour nous donner l'envie d'aller plus loin? Alors oui, cet après-midi, je vais vous parler de ce qu'on appelle les IA physiognomoniques. Donc la physiognomonie, ce n'est pas un domaine qui est nouveau. C'est une pseudo-science qu'on a héritée de l'Antiquité, qui a eu beaucoup de succès à la Renaissance et au XIXe siècle, et qui aujourd'hui connaît une résurgence au travers de son usage par l'IA. Je m'explique brièvement. La physiognomonie, c'est l'idée selon laquelle on va pouvoir déduire des traits du visage, des comportements d'un individu, un certain nombre de traits de caractère, de caractéristiques de ce dernier. L'idée aujourd'hui est de dire que l'on va pouvoir, grâce au machine learning, constituer des bases importantes de criminels ou de personnes particulièrement identifiées qui vont nous permettre ensuite de les repérer dans l'espace public, avec l'idée selon laquelle on va pouvoir déterminer des patterns, des modèles que l'on va appliquer dans un second temps sur des publics cibles. Bon. Et c'est vrai que ce concept, je le trouve intéressant pour parler aujourd'hui des technologies d'identification, cette grande catégorie, puisqu'on voit bien que dans la reconnaissance faciale, la reconnaissance émotionnelle, la reconnaissance comportementale, on a cette même dynamique et cette même logique, à savoir qu'on a un pattern, donc il faut identifier une personne qui porte le masque, ou une personne qui répond à certaines caractéristiques, ou une personne qui répond à un gabarit extrêmement précis, son identité civile, si on prend au maximum, et on va devoir l'identifier dans l'espace public pour ensuite prendre des mesures soit préventives, soit coercitives. Et donc, ce qui m'intéressait autour de ce concept de physiognomonie, c'était justement de faire le lien avec ces études antérieures et de voir ce que ça pouvait impliquer dans le monde de la surveillance, d'adopter ce type de technologie aux dispositifs sécuritaires. D'accord. Donc en fait, là, on est vraiment à la lisière. Alors, peut-être que les pénalistes connaissent ça plus sous la théorie lombrosienne et la phrénologie. En fait, c'est une sorte de redécouverte d'un Lombroso 2.0 gouverné par les intelligences artificielles, la vidéosurveillance. C'est ça? C'est tout à fait ça. La phrénologie est un succédané de la physiognomonie. Donc toutes les critiques antérieures autour de la phrénologie sont toujours valables aujourd'hui au travers de la physiognomonie, puisque cette résurgence a consisté principalement à mettre un vernis scientifique à ces techniques-là,
Pour autant, elle demeure, à mon sens, tout aussi critiquable qu'elle l'était à l'époque, parce qu'il y a quand même une véracité scientifique qui est contestable au regard de toutes les implications qu'a l'idée selon laquelle on pourrait repérer des gens en fonction de certaines caractéristiques. Et aujourd'hui, il est intéressant de reprendre cette critique pour l'envisager sous l'angle des droits fondamentaux. Est-ce que si on déploie ce type de système, quelles vont être les discriminations, les risques sur certains publics et les personnes concernées? Donc c'est particulièrement ce qui m'intéresse en tant que juriste. Les risques, eh bien, ils sont multiples. En matière de surveillance technologique, il y a toujours le risque d'atteinte à la vie privée qui nous suit. Mais plus largement, ce qu'on voit au travers de la physiognomonie, c'est qu'il y a un véritable risque de discrimination. Et que ce risque de discrimination va toucher, en premier lieu, les publics vulnérables. Une des tendances est celle de dire ces technologies vont notamment nous permettre de déployer, par exemple, de la reconnaissance émotionnelle pour repérer et anticiper des événements prédéterminés, selon les termes du législateur, qu'il a récemment défini comme telle la vidéosurveillance intelligente. Et donc, la question qui se pose ici, c'est de dire qu'est-ce que c'est qu'un événement prédéterminé, qu'est-ce qu'un comportement normal, qu'est-ce qu'un comportement qui n'est pas normal. Et on voit que dans l'espace public, bien souvent, les comportements qui vont être considérés comme anormaux sont par exemple les comportements de personnes errantes, les comportements de personnes potentiellement malades, les comportements de jeunes qui vont par exemple ne pas bouger en bas d'un immeuble. Et le problème à partir de là, c'est qu'on voit bien qu'il y a un biais qui est induit et que l'on risque, avec l'usage de ce type d'outils, de cibler systématiquement les mêmes publics et de renforcer potentiellement des discriminations qui existaient sans doute déjà dans les pratiques, mais avec l'effet de levier qui est celui de l'intelligence artificielle. D'accord. Un grand merci, Caroline. Merci à vous de votre invitation. Et donc, je pense que ces premiers mots vous ont donné très certainement envie soit de venir au colloque, soit de vous pencher sur cette question dans l'ouvrage qui sera apparaître à la suite du colloque. Encore un grand merci, Caroline.